Alors bonjour. Alors il faut que je fasse quelques points avant de commencer. Alors déjà pour remercier Nathalie Bailly de m'avoir invité à présenter les travaux qui vont suivre. Et pour excuser ma collègue Caroline Kans, en fait je devais intervenir avec une collègue linguiste du laboratoire ligérien de linguistique d'Orléans, mais elle a eu on l'a cambriolée. Donc, du coup, elle avait perdu son ordinateur, donc elle ne peut pas être là. Voilà. Alors, le titre de la présentation que je vais faire, c'est, je le redis, il est marqué en haut, microphénoménologie de l'expérience gustative, effets vécus et procédés de description. Donc, comme l'a dit Nathalie, je suis chercheur en sciences d'éducation, département des sciences d'éducation de Tours. On travaille sur la formation d'adultes. J'en profite pour dire qu'on a commencé ici, dans cette salle, qui est vraiment un lieu formidable. Donc le travail que je vais présenter une recherche qui a consisté à s'interroger sur les procédés de description, l'activité de description de l'expérience sensible et notamment de l'expérience gustative. Dit autrement, et la rencontre qui a eu lieu avec Caroline, c'est qu'on a participé à un groupe de recherche à l'ENS à Paris en phénoménologie qui s'interrogeait sur la mise au jour des procédés de description de l'expérience. Finalement, décrire l'expérience, on peut dire que c'est une activité, il y a des procédés, il y a peut-être même des savoirs pour savoir comment s'y prendre. Et le deuxième point, on pourrait dire, c'est que peut-être que l'expérience sensible, et notamment l'expérience gustative, mobilise des procédés particuliers. Donc à l'échelle de mon intervention, et notamment liée à la thématique, c'est finalement, si on essaye, si on cherche à passer au langage, en fait. Parce que la question de la description, on pourrait dire qu'il y a un passage qui est de l'expérience vécue et éprouvée à la mise en mots. Si on cherche à passer au langage l'expérience vécue liée au goût, alors on verra c'est goût ou saveur, mais quel type de procédé ça mobilise. C'est ça notre travail. Je vais quand même mettre un petit réveil, enfin un petit chronomètre pour que je m'auto-guide. Voilà. Alors, comment je vais procéder ? Je vais d'abord essayer de définir ce que c'est que l'expérience sensible, enfin proposer quelques définitions de l'expérience sensible et de l'expérience gustative. C'est-à-dire, premier point, poser quelques jalons pour penser l'expérience sensible. Deuxième point, essayer de caractériser au sein de l'expérience sensible l'expérience du goût. Et puis ensuite, j'essaierai de... Enfin, je vais préciser ce qui est entendu par description phénoménologique, qui réfère à des courants autour de l'expérience qui sont particuliers. Et puis ensuite, j'avais prévu d'amener un aliment pour faire une petite expérience, mais je l'ai oublié chez moi, donc, puisque la recherche qui a été conduite portait sur l'ingestion de grains de raisin. Donc on aurait pu faire l'expérience, mais j'ai amené quand même les données résultant des textes qu'on a produits. Puis j'essaierai de présenter quelques résultats. Voilà. Donc, voilà, formidable. Donc l'expérience sensible, alors peut-être même avancer sur la question même si on part presque d'une approche phénoménologique de l'expérience, on pourrait dire qu'il y a différentes couches ou sphères de l'expérience. Alors, on pourrait différencier ce qui relève du vécu corporel, donc là qui porte sur le contact. Alors, avec les aliments, par exemple, ce qui relève de la perception. Et là,
c'est un autre champ de problématique, puisque on pourrait dire, dans le champ de la perception, il y a, notamment du point de vue phénoménologique, ce qu'on saisit thématiquement, c'est-à-dire ce que l'on peut noter quand on vit une activité et qu'on peut mettre en mots, et tout ce qui est vécu sans que ce soit même conscientisé ou représenté. Donc c'est ce qui différencie la question du pré-réfléchi et du réfléchi. Et pour le travail de description, finalement, c'est un repère très important parce que on peut partir du principe qu'il y a beaucoup de dimensions expérientielles éprouvées qui ne sont pas notées par le sujet qui en fait l'expérience. Et si on veut obtenir une expérience détaillée, peut-être qu'il va falloir aller accéder, on pourrait dire, à des sphères de l'expérience qui, dans le présent vivant, c'est-à-dire dans le cours de l'expérience, ne sont juste pas remarquées en fait. Elles sont éprouvées sans être remarquées. Voyez, ce qu'on fait par exemple quand on boit un café. Ce matin, vous avez bu peut-être un café. Bon, il y a énormément de sensations ou de perceptions qui sont restées à l'échelle du simplement éprouvé en fait. Donc là, la question est comment en fait j'appréhende et j'accède à toutes ces dimensions de l'expérience qui sont d'abord vécues avant de pouvoir être pensées ou saisies thématiquement, thétiquement on pourrait dire. Et puis, donc on pourrait dire il y a différentes couches de vécu et ce qui se donne au sujet en termes de perception globale. On a utilisé la notion de Umwelt. On pourrait dire, en fait, finalement, l'expérience, c'est presque une synthèse de différents ingrédients vécus, qui soient tactiles, qui soient corporels, qui soient impressionnels, qui soient aussi affectifs. Et la situation éprouvée, au final, c'est une synthèse d'ensemble. Donc ça nous intéresse parce que si on veut entrer dans le détail, peut-être qu'il y a un travail d'accès au vécu avant qu'il soit synthétisé en un ensemble donné. Alors, je vais aller vite parce que autrement je n'arriverai pas au bout. Mais on a essayé. Alors, vous voyez, donc quelques repères pour penser l'expérience sensible. Ensuite, dans le séminaire dans lequel on a travaillé, on a fait différents ateliers. On a eu un atelier sur le visuel, l'expérience visuelle. Donc observer un tableau, un autre sur l'auditif, un autre sur l'odeur, et puis il y en avait un sur le goût. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement l'expérience du goût par rapport aux autres types d'expériences sensibles? C'est que il y a dans le goût, alors j'irai après, mais peut-être simplement pour distinguer goût et saveur, on pourrait dire, alors il y a des textes qui réfèrent à cette notion. La saveur, finalement, c'est la synthèse de différents paramètres qui se sont donnés au cours de l'ingestion, comme le goût, la texture, la température. Vous voyez, il est possible qu'on considère que la saveur, finalement, ce soit déjà une forme de fusion d'éléments qui se donne. Alors, je vais reprendre beaucoup cette notion de donation. C'est la manière dont l'expérience se donne au sujet, voyez, c'est-à-dire comment elle est vécue par le sujet qui fait l'expérience. Ensuite, on a identifié une série de tensions, et ça va pour la description, dans le propos précédemment tenu. Est-ce que pour décrire, il faut en revenir aux différents éléments qui composent l'expérience? Est-ce qu'il faut s'attarder sur le goût? Est-ce qu'il faut s'attarder sur la texture de la matière? Est-ce qu'il faut s'attarder sur la température, ou est-ce qu'il faut rester à l'échelle globale, c'est-à-dire travailler à la description de ce qui s'est donné dans son ensemble? Alors, on verra avec des exemples. Ensuite, pour le goût, il y a un procédé qui est particulier, qui a une ingestion, voire une incorporation de l'aliment. Donc il y a c'est un geste particulier qui est de faire passer de dehors à dedans. Et une grande caractéristique de l'expérience du goût, c'est qu'il y a une temporalité. C'est-à-dire qu'entre le passage du goût
C'est pas comme le visuel. Quand je regarde la photo qui est devant moi, si je dois décrire ce que je ressens au contact de la photo, ça se présente en bloc. J'ai la photo dans son ensemble et elle est déjà présentée une fois que je l'ai vue. Le goût, c'est différent puisque on a le premier contact avec la langue, par exemple. On a la mise en bouche, on a le déploiement du goût dans la bouche, on a le passage. Donc il y a toute une série de phases qui peuvent être tout autant d'objets à décrire. Voilà. Et puis ça peut référer en plus à des expériences déjà vécues, vous voyez, des formes d'association avec des expériences passées. Alors on connaît la Madeleine de Proust, là c'est énorme puisque c'est le goût qui fait rappel du souvenir. Donc il y a un lien avec, il y a une continuité peut-être dans les modes de donation du fait des expériences déjà vécues avec l'aliment. Et puis il y a différents types d'ingestion: manger, déguster, goûter, cuisiner. Alors voilà, j'arrive maintenant sur la question de la description. Peut-être, alors là je vais aller vite, mais c'est peut-être pour différencier et pour situer le procédé de description que je vais présenter. Donc il peut y avoir simplement un discours sur l'expérience. Je vis une expérience, j'en parle. En fait, finalement, sans forcément avoir de procédé réglé. Nous, la recherche qu'on a conduite, c'était pour voir quel type de procédé un peu méthodique on peut mobiliser pour décrire l'expérience. Il peut y avoir une expression, vous voyez, à la volée, en fait, d'ensemble sur l'expérience. Et ce que je vais présenter maintenant, et c'est un peu la proposition des repères méthodologiques, le travail microphénoménologique, on pourrait dire, on travaille sur avec plusieurs repères. Se centrer sur une expérience particulière, c'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est pas décrire ce que je ressens, par exemple, quand je mange un grain de raisin, c'est revenir à un moment spécifié durant lequel j'ai mangé un grain de raisin. Vous voyez, donc ça peut être avant-hier, ça peut être il y a 3 jours, mais ce n'est pas en général. C'est une expérience particulière sur lequel on va porter l'attention, donc un moment particulier d'ingestion sur lequel on va porter l'attention de manière prolongée. Donc ce n'est pas le générique de l'expérience, c'est le particulier, on pourrait dire. 2, comme c'est un moment passé, puisque c'est difficile de décrire en même temps que l'expérience se donne. Donc il faut souvent faire, dans l'atelier qu'on a conduit, il y avait la proposition de revenir à un moment déjà vécu. Donc il y a un petit travail de se rendre disponible au souvenir, vous voyez, laisser les impressions vécues se reproposer à la conscience. 3, essayer de différencier les aspects du vécu. Donc ça, je montrerai comment, vous voyez, c'est-à-dire, pour arriver au détail, peut-être essayer de décomposer l'expérience. 4, maintenir la temporalité. Et 5, alors c'est un procédé que j'apprécie pas mal, c'est-à-dire moduler la vitesse. Dans la mise en mots, on pourrait dire qu'il y a une vitesse dans le récit. Quand est-ce que je me dis que je pourrais en dire plus sur cette phase ? Quand est-ce que je me dis que je peux avancer et continuer parce que j'en ai dit assez, vous voyez ? Par exemple, dans l'exemple que je vais proposer, j'ai ingéré un grain de raisin, le premier contact avec la langue. Est-ce que j'en ai assez dit ? Est-ce que je continue ? Ça fait partie de l'activité de description, c'est un procédé de guidance qu'on s'adresse à soi-même en fait. Et puis, dernier, s'orienter dans les niveaux de détail. Alors je vais donner quelques exemples. Ouais, alors ça... Oui, donc si je fais un petit résumé, que décrire le contenu de l'expérience, la manière dont l'objet se donne, l'effet que ça me fait. Vous voyez, ça c'est différentes phases en fait. Est-ce que je décris ce que je pense avoir vécu ? Est-ce que je décris ce que je m'aperçois de ce que l'aliment provoque chez moi ? Est-ce que je me focalise sur les effets éprouvés ?
le sentiment de satisfaction ou autre. Ça, c'est différents types de sphères de l'expérience qui peuvent être décrites. Et puis, je garde en tête le temps, la caractérisation de l'objet et l'éprouvé. Alors, une petite définition, et après on arrive à l'atelier. Définition de la description. Une description serait l'énumération des attributs d'une chose. Donc, pour le goût, décrire le goût d'un moment particulier serait d'essayer de décrire les composantes de l'expérience qui se donne, comme j'ai dit, la texture, la température, mais aussi ce que j'éprouve, ce que je me dis, au gré du déroulement de l'expérience. Et alors ça supposerait un travail, alors c'est pas un terme très très usuel, mais d'aspectualisation, c'est-à-dire essayer de repérer les aspects particuliers de l'expérience vécue. Peut-être pour suivre vous voyez, alors là, ça va sur la logique d'inventaire. Se dire, en fait, le goût, si je dois le caractériser, quels sont ses grands aspects? Comment je les différencie? Comment j'en fais l'inventaire? Sans perdre la question de l'interrelation entre ces aspects, en fait. Parce qu'autrement, on peut avoir une logique de décomposition à l'extrême qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle, dans la fragmentation. Et sans perdre aussi la dimension qui est, on pourrait dire, il y a l'aspect de caractériser les sensations et les perceptions, mais il y a aussi, sans perdre l'attention sur ce que j'éprouve au contact de l'objet. Et alors là, je présente l'atelier et puis on pourra aller sur les données. Alors, comment on a construit l'atelier? Alors, vous voyez tous les grands enjeux. Je rappelle l'enjeu. Comment documenter les procédés de description relatifs à l'expérience sensible et notamment l'expérience gustative. Alors, l'atelier que nous avons fait au cours de cette journée d'études, quelques points de repère, on va dire, on pourrait presque être dans une logique expérimentale. On est dans un workshop et je distribue un grain de raisin à demi-sec. Ça, c'est le VR. Tout le monde va, pendant 30 secondes, ingérer le grain de raisin. Donc ça, c'est le vécu de référence. Donc, il va y avoir un vécu. Et puis ensuite, on avait, dans les 15 minutes qui ont suivi, on a pris un temps de 10 minutes pour décrire ce qui a été vécu quand on a ingéré le grain de raisin 15 minutes avant. Vous me suivez? Ça va? Et donc ça, on avait 10 minutes. Alors vous voyez, c'est intéressant simplement juste ce ratio parce que alors ça s'appelle le VD, le vécu de la description. Alors juste pour faire un petit point, vous voyez qu'il y a un effet de dilatation du temps là, parce qu'on a un vécu de référence qui fait 3 minutes et on a un temps pour décrire qui fait 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de temps pour décrire que le temps qui a été celui de l'expérience. Je dis ça parce que je travaille sur les recherches biographiques, donc les histoires de vie. Souvent, quand on demande à quelqu'un de faire le récit de sa vie en 1 heure, on a un taux de compression maximal. Vous faites rentrer 40 ans d'expérience en 1 heure. Alors là, vous voyez, alors, c'est juste pour montrer que on pourrait dire que l'activité de narration, en fait, il y a des procédés soit de compression, soit de dilatation. Là, on dilate le temps. En fait, on l'étire. Alors, c'est un premier point, c'est que finalement, il faut être exercé parce que si on n'a pas un peu de repères stabilisés pour savoir comment procéder, au bout de 30 secondes, on a tout dit. Souvent, quand les gens ne sont pas exercés, vous avez 10 minutes. Ah bon 10 minutes, je fais quoi? Parce que, dit autrement, on n'est pas toujours familier à trouver, à savoir se stabiliser sur un vécu de référence et à prendre le temps d'y revenir pour s'interroger, etc. Donc ça, c'est ce qui a été réalisé. Et puis, alors je vais vous faire
je vais vous adresser le texte que j'ai. Alors, c'est le texte que j'ai écrit durant cet exercice. Voilà. Nathalie, si tu veux le faire passer, vous pourrez en prendre connaissance. Ouais. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est le texte que j'ai écrit dans les 10 minutes. Alors, je précise peut-être que pendant que le texte circule, que moi, comme Caroline, on a travaillé avec un chercheur qui s'appelle Pierre Vermersch, qui a travaillé sur l'entretien d'explicitation, et donc qui est explicitation, c'est-à-dire apprentissage des procédés de description de l'action. Donc, dans ce séminaire, on était déjà formé à savoir se maintenir dans le temps pour décrire pas à pas des procédés. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est le texte qui a été écrit dans le VD, hein, avec des gens qui sont déjà formés à la pratique. Et ce que je vais faire, donc là, le slide, c'est le texte que vous avez sous les yeux, et puis ce qui a été fait ensuite, c'est que j'ai essayé de repérer des séquences dans le texte. Donc là, vous avez le texte brut. Et Nathalie, je te fais passer le deuxième. C'est le même texte, mais fragmenté, en fait. J'ai essayé de repérer je m'excuse, hein, après c'est fini. Mais j'ai essayé de repérer les grands passages, vous voyez, pour entrer dans l'analyse. Donc vous avez le deuxième texte. En fait, j'essaye donc, premier retour sur le texte, c'est une expérience de 3 minutes qui est décrite chronologiquement. Alors, c'est dommage parce que j'avais essayé de calculer, je crois que le texte fait 4 à 5 000 signes, ou peut-être moins, mais on peut regarder en 10 minutes, finalement, dans une activité de description, combien on produit de signes, tout simplement. Hein. Donc, c'est une expérience qui est décrite chronologiquement, c'est-à-dire vous avez un texte qui relate sur 1 page et demie 3 minutes de vécu. Alors ensuite, j'ai fragmenté le texte en thèmes, et puis ce que je vous présente, par exemple, si vous avez sous les yeux je vous présente le passage P2 que vous avez. Vous l'avez ? Voilà. Alors là, on a fractionné entre P2.1 et P2.2. Donc, vous voyez, P2, me questionnant sur les manières de procéder pour engager l'activité de description. Alors, en fait, là, c'est tout simple, c'est de quoi ça parle ? Ça parle du VD, là, du vécu de description, c'est-à-dire, ce qui est mis en mots, c'est comment je m'y prends pour procéder à la mise en mots du vécu, vous voyez, hein ? C'est un procédé, et je me dis tout simplement, bon, comment je vais faire ? Ensuite, ce qui s'impose à moi, c'est d'abord la force du goût et l'étonnement qu'il provoque au moment de la percée de la membrane sous la mastication. Donc là, je suis revenu au verre, je suis revenu au vécu réel, vous voyez, l'expérience réellement éprouvée. Vous voyez, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, dans l'activité de description, il y a une alternance entre ce que je me dis de ce que je dois faire pour mettre en mots l'expérience et la reprise de contact avec l'expérience. Et alors c'est intéressant parce que on pourra avoir quelques éléments sur ce. Alors ensuite, donc vous voyez, en fait, sur le P2.2, on a beaucoup d'éléments qui relèvent du vécu de l'expérience. Donc force du goût, aspérité de la peau du raisin, perception de diffusion et de remplissement. Vous voyez, ça c'est un processus qui résulte du contact avec le goût du raisin. Intensité de la saveur sucrée et puis perception de ravissement. Et puis, P3.1, je dois cependant interrompre un peu à regret cette évocation, c'est-à-dire je suis en train de m'immerger dans l'expérience du goût et à tel point que je perds le fil du travail que je m'étais proposé, qui était de décrire. Vous voyez ? Alors ça, on pourrait dire que c'est un point caractéristique de l'expérience gustative, c'est que quand il y a une sensation qui est très forte, en fait, le sujet s'immerge dans le vécu, et
c'est à l'échelle de ma proposition, enfin de mon exemple, mais s'immerge dans le vécu au point de, on pourrait dire presque, de plus avoir la distance nécessaire pour voir comment je peux mettre en mots, en fait. Parce que vous voyez, la mise en mots suppose d'avoir fait presque un processus de désincorporation de l'expérience pour pouvoir la passer au langage. Alors, je passe. Alors, j'aimais bien en relisant, parce qu'un peu à regret, vous voyez, c'est l'idée qu'il faut faire le deuil de l'expérience vécue parce qu'elle est agréable, en se disant, bon, il faut que je revienne au travail d'activité de description. Hein. P3.2, je décide de revenir au début de l'action. Ça, c'est un autre procédé de description relatif à la VD. C'est comment je m'y prends pour reprendre l'activité de description. Je me refixe un point d'entrée dans le travail à partir du moment où ma main pose sur ma langue les 2 grains de raisin. Vous voyez, en fait, pour reprendre la description, il faut que je me dise j'en suis où, à partir d'où je repars. Donc ça, c'est là, on voit bien que la temporalisation est presque la base de la description. C'est une théorie de Ricoeur, ça. Hein. Pour décrire et narrer le vécu, il y a une réciprocité entre temporalisation de l'expérience et narration, en fait. Et c'est-à-dire reprendre un point temporel pour repartir dans la description. De nouveau, c'est l'expérience du contact de la langue sur les membranes qui advient à ma conscience. Je suis interpellé par la dérésistance. Alors là, c'est un autre point qui n'est pas relatif à l'effet du goût, mais à la texture de l'aliment. Ce qui m'interroge, c'est le fait que... Alors je m'en souviens bien, c'est parce que je testais avec ma langue pour voir une forme de pression qu'on peut retrouver si on ingère par exemple une olive grecque qui est épaisse. Il y a une forme de résistance de la matière qui est très particulière, qui peut presque être étonnante si on y prête attention. Voilà. Je me demande alors si je dois plutôt avancer sur le choix des procédés. Vous voyez, donc là, je suis revenu à la VD. Alors, je présente un autre exemple. P6.1, donc toujours dans le 1. Mais en me disant cela, j'ai l'impression de ne quasiment rien dire au regard de la densité de l'expérience vécue. Donc là, vous voyez, je suis revenu au vécu de la description, mais là, c'est un autre phénomène qui m'arrive, c'est que l'expérience a été très intense. Quand je compare le vocabulaire que j'ai utilisé et la force du langage pour exprimer ce que j'ai vécu, c'est presque une déception. Je me dis, vraiment, vous voyez, ça c'est la question du contraste entre la force de l'expérience vécue et on pourrait presque dire la véridicité des mots qui ont été choisis pour dire. Et là, il peut y avoir un petit travail de délibération sur est-ce que ça correspond et ça dit vraiment ce que ça... Comment dirais-je ? Est-ce que les mots utilisés permettent de respecter et de maintenir une valeur par rapport à l'expérience vécue ? Les plis expérientiels apparaissent un peu comme le raison, tellement imbriqué que je suis presque triste de devoir assécher le vécu avec les mots. C'est-à-dire là, c'est l'idée qu'il y a presque se rendre compte que finalement, là, les mots auront une force limitée par rapport à toute la richesse de l'expérience, par rapport à la polysémie possible dans la description. Et puis, donc, je fais un petit résumé pour arriver à la conclusion. En fait, différents pans, en fait, et pour faire un lien avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, on a une expérience qui est riche, qui est multifactorielle, qui se déroule dans le temps, qui a à la fois les caractéristiques relatives au contact avec l'objet et aussi qui fait vivre des effets au sujet. Et il y a une dialectique entre l'expérience vécue et la capacité de décrire. Et plus l'intensité du vécu est forte, et en fait, plus la capacité de description peut être entravée. Hein. Et d'autre part, il faut s'orienter entre le choix de rester sur certains aspects aux dépens d'autres, hein, puisque le temps est limité dans la description. Donc, j'ai essayé de synthétiser en fait alors ça a fait l'objet de la discussion ensuite dans le groupe de recherche. Donc différents thèmes.
je reviens à l'activité de description. Temporaliser l'expérience. Ça, alors, ça peut m'être caractéristique de ma manière de procéder, mais quand j'ai essayé de regarder comment je m'y prends pour décrire l'expérience sensible, et notamment l'expérience gustative, je me suis dit, la première chose qui m'aide, c'est le temps. Simplement parce que quand je suis absorbé par un contenu, une sensation qui presque me fascine, je peux perdre, si je ne reviens pas au temps, en fait, je ne sais plus par où reprendre le récit. Donc ça, le temps, ça suppose de choisir des étapes dans le déroulement et presque de définir des blocs de vécu. Par exemple, la mise en bouche, un bloc de vécu. 2, la diffusion des goûts dans la bouche, un deuxième bloc de vécu. 3, l'ingestion et le suivi, un quatrième. Vous voyez, là, il y a peut-être dans la temporalisation l'idée de définir des unités temporelles qui vont ensuite permettre, qui vont devenir le support de l'activité narrative, en fait. 2, il y a la question de l'adhérence du vécu. Il y a des vécus qui captent mon attention, ou des moments particuliers dans l'expérience du goût qui captent mon attention. Et alors capter, c'est un mot fort, c'est-à-dire je m'immerge au point de plus souhaiter m'en désengager pour revenir à l'activité neutre de la description. Donc là, c'est un geste que je trouve intéressant, qui est le geste de la déprise. C'est-à-dire, quand une sensation est forte, se déprendre, c'est vous voyez, désincorporer, faire un geste de sortie presque de l'expérience pour pouvoir la ressaisir, en fait. Ensuite, la question du passage de l'expérience au langage, ça c'est la question de la mise en mots, qui a une temporalité. Il y a des sensations qui prennent du temps pour trouver les mots. Et souvent, quand on accompagne les gens, si je fais des ponts, des fois il faut leur dire de ralentir, tranquillement. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Je travaille par exemple dans les champs de la validation des acquis de l'expérience, où il faut passer la pratique au langage. Les gens sont souvent pressés. Alors, leur proposer de prendre le temps, de laisser revenir, ça peut être presque un geste. Et puis, il y a la question du choix du vocabulaire et de l'adéquation, en fait, entre les mots et le vécu. Est-ce que les mots que j'ai utilisés sont de mon point de vue valides ou pertinents par rapport à ce que j'ai éprouvé. Ça, c'est un thème qui est conséquent parce que finalement, quand on n'a pas de vocabulaire, on a souvent tendance à s'aliéner presque à un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Et donc, je reviens au champ de l'éducation et de la VAE, souvent les gens, quand ils n'ont pas le vocabulaire pour dire, ils utilisent un vocabulaire prescrit, en fait, qu'ils considèrent officiel. Ils ne disent pas grand-chose de ce qu'ils ont vécu, finalement. C'est un vocabulaire d'emprunt. Et dernier point, toute la question transverse, pour ne pas oublier que finalement, une expérience, c'est aussi une synthèse. Donc il y a la question de la dialectique que j'ai dit entre la différenciation des composants, mais au final, en fait, ce qu'on vit, c'est toujours une synthèse. Ce n'est pas une accumulation arithmétique de thèmes. Et puis, quelques questions. Est-ce que l'expérience comporte une dimension qui est déjà structurée par le langage? Alors ça nous emmenait dans des discussions assez fortes avec Caroline, parce qu'on pourrait dire qu'il y a déjà dans l'expérience une dimension pré-langagière. Et que du coup, ça c'est intéressant à penser, c'est est-ce que la donation de l'expérience est première et que la mise en mots survient ensuite, ou est-ce que finalement déjà dans la donation il y a un langage qui est préfiguré? C'est pas une question légère, puisqu'on pourrait dire que on pourrait aussi dire que quand on a déjà le langage, en fait l'expérience se donne. Comment agencer un texte dans la narration? Donc finalement, ce que je vous ai adressé, c'est une configuration, c'est-à-dire c'est la mise en mots configurée d'une expérience telle qu'elle s'est. Donc j'ai essayé de tenir différents aspects, mais c'est finalement une construction. Donc ça peut être aussi intéressant de voir, après le travail de la mise en mots, comment on configure en fait un récit. Et comment ça s'agence dans sa composition, pas loin de là. Et puis,
la question des unités temporelles propices. Voilà. Comment, alors ça, c'est la question chez Pierre Vermerge de la granularité du vécu. Quelle est l'échelle la plus pertinente dans les unités temporelles dans le cadre du découpage de l'expérience et de son déroulement pour arriver à des descriptions qui sont plus ou moins détaillées en fonction des recherches qu'on vise ou des objets qu'on poursuit, en fait. Voilà. Bon, c'est quelques questions de recherche qui continuent à nous mobiliser. Voilà. Ouais, je pense que je peux m'arrêter là. Voilà. Merci.